Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Claire au micro de Twip. Claire est une passionnée des océans. Pour son prochain voyage, elle part avec son conjoint et sa chienne Jana pour une durée indéterminée en voilier. Dans cet épisode, Claire partage avec passion toutes les étapes par lesquelles elle passe pour préparer cette expédition. Les formations, l'organisation et surtout la sécurité. Claire est également très sensible à l'écologie et la préservation des milieux marins. Elle a donc créé l'association Hope for the Oceans, dont elle nous parlera en détail. C'est un épisode très riche en informations et je mettrai tous les détails en barre d'infos. Si les voyages en bateau ou en voilier t'intéressent, je te conseille vraiment de l'écouter jusqu'au bout. Donc non, on va faire une chaîne YouTube qui s'appelle Galatei Sailing, parce que Galatei, ça va être le nom du bateau. Ok, ça veut dire quelque chose en particulier ? Galatei, ça veut dire, alors c'est du grec ancien, ça a plusieurs significations. En fait, c'est déjà un peuple qui est parti des Celtes qui ont traversé toute l'Europe et qui sont retrouvés jusqu'au Toulouse. Ok. Donc c'est toulousain. Et en fait, ça veut dire ceux qui viennent d'ailleurs. Oh, c'est joli. Je trouve ça pas mal. Et vous allez partager quoi alors du coup sur cette chaîne ? Cette chaîne-là, ça va être vraiment la vie quotidienne, tu vois. Enfin, ça va être qu'est-ce que c'est que de voyager en bateau, qu'est-ce que c'est que de faire un tour du monde en bateau, les gens qu'on rencontre, tout ça, les paysages. Enfin, ça va être une chaîne pour partager des expériences, plein de choses. Et après, là, on a l'autre chaîne qui est Hope for the Oceans, où là, c'est vraiment une chaîne, c'est la chaîne de l'association. Pour faire de la sensibilisation, de la vulgarisation scientifique, pour faire de la sensibilisation, de la prévention, enfin vraiment travailler sur de la diffusion de savoir et familiariser les gens avec tout un tas de choses. Ok. Pour améliorer vraiment la connaissance et l'appréhension des gens vis-à-vis du milieu marin. Ok, trop bien. Bah j'ai hâte de pouvoir suivre tout ça. Faudrait que tu m'envoies les petits liens. Avec plaisir. Pour l'instant, les 2 chaînes sont vides. On est en train de travailler à la vidéo de présentation là. Bah ça commence comme ça, hein. Et en plus ça sera intéressant aussi, j'imagine, pour les personnes qui nous écoutent. Tu vois, ils auront le début ici, et puis comme ça après, si ça les intéresse et qu'ils veulent en savoir plus, ils pourront suivre ta chaîne YouTube direct. Et du coup, donc tu vas faire toutes ces chaînes YouTube pour parler de ton prochain grand voyage. Oui, c'est ça, de notre tour du monde à la voile qui débutera normalement à partir de juillet 2024. Trop bien. On va parler de tout ça un peu plus en profondeur ensuite. Mais avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Claire Pellier, j'ai 38 ans, je suis amoureuse du milieu marin et de la mer depuis que je suis toute petite. Je suis une grande amoureuse des animaux en règle générale. Dans ma vie professionnelle, je dirige 2 écoles de manga, ce qui est assez original, voilà, que j'ai fondées en 2012 et en 2016. Et j'ai déjà eu l'occasion, en fait, de parcourir le monde en voilier, puisque j'ai suivi le trajet de la route du Rhum pendant 9 mois, en 2000-2001. T'as suivi le trajet, c'est-à-dire que t'étais dans un bateau ou tu le suivais depuis la terre ? C'était dans un bateau, en fait, c'était avec une association qui s'appelle La Baleine Blanche, Ok. qui avait pour vocation d'emmener les enfants découvrir le monde et en témoigner. En fait, on est parti comme ça pendant 9 mois sur les traces, c'est aussi la route du triangle de l'esclavage, hein. Donc on est parti à la découverte, en fait, des peuples, des habitants, de la faune marine. On a participé à de la recherche scientifique sur des baleines à bosse, notamment sur un sanctuaire qui s'appelle le Banc d'Argent. Donc j'ai nagé avec des baleines, j'ai nagé avec des requins, avec des dauphins. La vie était très très belle et ça m'a donné très très envie de repartir. Évidemment. Oui, sachant que ça commence à faire un petit temps là maintenant. Ouais, ça fait 20 ans, ouais. Ça y est, j'ai enfin trouvé un conjoint qui est aussi fou que moi et quand je lui ai dit vas-y, on va faire le tour du monde en bateau, il m'a dit mais oui, oui, complètement, allons-y. Et du coup, entre-temps, donc t'as adopté la petite Jana qui, cette fois, va te suivre. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Bien sûr, Jana, c'est un berger blanc suisse qui est né en février 2013, qui a grandi dans l'école. Donc, elle a vraiment grandi à mes pieds pendant que je faisais cours à Toulouse Manga, donc qui était l'école des loisirs, et puis à l'EIMA, qui est l'école professionnelle. Donc, c'est un toutou absolument formidable qui passe toute sa vie avec moi. On est obligé de temps en temps de la laisser en garde quand on part en vacances, comme là en Martinique, parce qu'on prend l'avion. Mais pour nous, c'est un vrai crève-cœur.
Donc on veut partir avec notre toutou en bateau, c'est super important, c'est un membre de la famille. Et on a commencé du coup à la familiariser avec le milieu marin il y a quelques années maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a commencé. Et voilà, donc c'est un petit berger blanc suisse de 32 kilos qui a maintenant, va avoir 9 ans. Là, vous prévoyez donc un voyage d'1 an, c'est ça, en 2024? Ah non, non, pas, alors on prévoit un voyage sans date de retour. Ah, mais c'est encore mieux! On sait pas quand on rentre. OK, On sait même pas si on rentre. OK. Mais en fait, on prévoit la première année, par contre, de faire le tour de la Méditerranée avec elle parce que autant maintenant, elle est familiarisée avec le bateau et puis le bateau, c'est la teuf. C'est-à-dire qu'au début, elle voulait même pas monter sur un ponton. Elle rampait sur les pontons au lieu de marcher parce que ça fait peur, ça bouge légèrement. Mmh. Autant maintenant, elle court sur le bateau, elle saute dessus, c'est trop la fête. Mais voilà, on veut pas lui imposer une transat tout de suite parce que c'est quand même 15 jours de navigation sans toucher terre. Quand on va partir, notre louloute, elle aura 10 ans, donc c'est pareil, ça va commencer à être un vieux chien. Donc d'ailleurs, je pense qu'on développera tout à l'heure, mais on a mis en place tout un tas de trucs pour justement anticiper le fait que il va falloir prendre soin d'elle aussi et qu'elle vieillit. Mais donc ouais, on se dit qu'on va commencer par la Méditerranée tranquillou pour finir de l'acclimater comme il faut, aller se balader sur des plages, découvrir plein de trucs, mettre pied à terre tous les jours, plusieurs fois par jour, qu'elle vive sa vie de chien pendant que nous, on vit notre vie de marin. Génial, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, vous avez déjà commencé en soi à l'acclimater. Oui, en fait, la première fois qu'elle a mis les pieds sur un bateau, c'était sur un bateau à moteur. Ah non, c'était sur un kayak d'ailleurs, c'était très drôle parce que le kayak, le kayak, elle savait pas trop s'il fallait rester dessus ou partir dans l'eau. Et puis après, on a fait un petit peu de bateau à moteur avec elle, mais des gros bateaux. On sentait qu'elle aimait pas parce qu'elle était dans la cabine et elle chouinait tout le long parce que ça bougeait et comprenait pas trop ce qui lui arrivait. Donc après, elle adore l'eau, donc dès qu'il s'agissait de sauter dans l'eau, tout ça, c'était trop cool. Mais par contre, quand il fallait remonter sur le bateau, c'était pas la même. Ok, et du coup, quelles étapes vous avez mis en place pour l'acclimater petit à petit? Alors, on a commencé déjà par aller pêcher avec elle en bateau à moteur avec le chien de mes beaux-parents. Donc mes beaux-parents ont un bateau à l'île d'Oléron et ils ont un border collie qui a grandi. Enfin lui, il est allé sur le bateau dès qu'il était tout petit. Donc il adore ça, c'est chez lui. Donc Jana, voir son pote Roméo sauter sur le bateau et être complètement à l'aise, ça a commencé à la désensibiliser un peu parce qu'elle s'est dit que bon, c'était peut-être pas tant un stress que ça. Et puis on a commencé à l'amener sur des pontons flottants sur lesquels elle rampait. Donc au début, elle voulait pas marcher. Elle chouinait, elle nous revoyait nous éloigner de 10 mètres, elle rampait, elle chouinait en mode ah, partez pas. Et quand tu commençais ça, tu savais que tu voulais prévoir ce voyage ou Tout c'était à juste... fait. Ah oui, Ok, oui. donc du coup, ça devait être un peu inquiétant au début, quoi. Ah, je te raconte pas nos tronches avec Baptiste, mon conjoint, quand on la voyait faire ça, on était oh là là, comment on va faire avec notre louloute qui chouinait là, c'était vraiment, on avait l'impression qu'on lui a posé un truc horrible, le sol bougeait, c'était pas normal quoi. Et en fait, on a dédramatisé complètement le truc, on a chopé sa balle, on s'est mis à courir comme des andouilles sur le ponton, on s'est mis à jouer avec elle, à lui lancer la balle, le bâton, tout ça sur le ponton. Elle adore les balles, donc au bout de 5 minutes, elle avait oublié que le truc bougeait et elle courait comme une dératée avec nous sur le ponton. Donc déjà, premier truc fait et la fois suivante, elle nous l'a refait un petit peu quand même parce qu'on sait jamais. Donc elle a commencé à ramper 2 minutes et on l'a regardée, elle m'a fait: «Oh Jenna, qu'est-ce que tu fais?» On s'est mis à courir, elle a couru et puis c'était fini. Et après du coup, on a commencé à la faire monter sur le bateau. Heu, Évidemment, on a commencé au port parce que, c'est super important de la familiariser avec l'objet bateau avant de l'embarquer en mer où ça bouge et tout et tout. Donc on a passé 2 week-ends au port avec elle, dont un week-end où il y avait du vent, donc c'était bien parce que le bateau commençait à avoir des petits mouvements. On s'est aperçu qu'il y avait plusieurs étapes à passer. L'étape de sauter sur la jupe, c'est-à-dire que, tu es sur le ponton et il y a quand même une marche, enfin il y a quand même un pas d'au moins 50 centimètres à faire pour accéder sur le bateau. Donc c'est pareil, elle nous a vu monter, elle était sur le quai, elle chouinait, voilà, donc on l'a encouragée, elle y est allée. Et puis forcément, dès qu'elle saute, ah c'est bien, on caresse, on fait des câlins, on la félicite, on joue à la balle. Et du coup, on refait dans l'autre sens, ah c'est bien, etc. Donc maintenant, pour Jana, dès qu'elle saute sur le bateau, elle vient nous voir en mode, t'as vu, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. En mode, c'est bon, il est où mon câlin, elle est où ma récompense. Et après, on a fait la même chose avec le fait de rentrer dans le bateau, parce que sur un bateau, il y a une descente, donc c'est un escalier composé généralement de 4 marches. C'est assez raide et on voulait pas qu'elle saute. On voulait vraiment qu'elle descende les marches pour pas se faire mal parce qu'en face de la descente, il y a une banquette donc si elle saute, elle se bouffe le truc en pleine tronche. Donc c'est pareil, on lui a fait descendre une fois, elle est descendue, fête, joie, je crois que j'ai encore des vidéos qui traînent, mais c'est vraiment c'est la teuf dans le bateau quoi. «Ah, tu descendue, bravo! Tu te récompense, tout ça. Hop, pour la faire monter, «Ah, tu montée, bravo!» blablabla. Donc à force,
Jana a associé le bateau à un truc, c'est trop la teuf, parce que dès qu'elle fait un truc, on la félicite, on lui file des récompenses, des machins, on lui fait des cadeaux, enfin des câlins, on joue à la balle, donc le bateau, c'est la teuf. Donc maintenant, dès qu'on va sur un bateau, elle est trop contente et elle est à donf. Il y a le pont, c'est-à-dire monter sur le bateau et aller jusqu'au bout. Là, quand même, il y a encore une étape à passer. Elle veut bien y aller quand on y va, mais elle chouine tout le long encore. Et puis elle veut pas trop y rester, quoi. Il y a pas moyen de se coucher sur la plage avant avec elle. Elle fait demi-tour, elle retourne dans le cockpit, elle a compris que c'est là que c'était safe. Ok, bah c'est top. Et ce que je trouve rigolo, c'est que, enfin, du coup, tu n'es pas la première personne que j'interviewe. Et généralement, en fait, c'est toujours les mêmes étapes, j'ai l'impression, pour faire apprendre un nouveau truc à ton chien. Essayer de lui présenter la chose, d'instaurer un petit peu une séquence de jeu ou un truc, en tout cas, qui vraiment motive ton chien et lui plaît, le récompenser à fond et y aller vraiment par étapes, graduellement, en fonction de comment il a envie d'y aller ou pas, quoi. C'est clair. Bah, de toute façon, enfin, un chien, ça fonctionne comme un humain. C'est-à-dire que si tu lui présentes un truc qu'il connaît pas et que tu lui imposes et que ça devient une source de stress, bah, il va associer le truc à du stress, il voudra jamais y mettre les pieds. Donc voilà, bah, Jana, mais on a les photos, elle est géniale. En plus, elle n'a pas le droit de monter sur le canapé, ni sur le lit à la maison. Mais sur le bateau, dans le cockpit, elle peut monter sur les bancs. Et du coup, elle est à la même hauteur que nous. Et du coup, elle passe la plupart de ses navigations vautrée sur nous. Alors sur notre Insta, on a même des photos où tu la vois en train de dormir sur la tronche de Baptiste qui peut plus respirer parce qu'elle a décidé de foutre sa tête là. Voilà. Donc c'est vraiment trop la teuf pour elle, quoi. C'est le seul truc qui est un peu chiant encore, c'est le pipi en navigation. Alors, parce que ça, c'est une grande étape aussi, apprendre à son chien à qui t'as appris à ne surtout pas faire ses besoins à l'intérieur C'est sur ton ça. territoire, lui apprendre qu'il faut faire pipi là, sur le pont du bateau. Donc Jana, on a beaucoup de chance en fait. Quand elle était petite, je la sortais et je lui disais pipi, jusqu'à ce qu'elle fasse pipi, et quand elle faisait pipi, je récompensais. Donc Jana connaît l'ordre pipi. Elle sait que ça veut dire fais pipi. Donc au mouillage par mer plate, quand on est à l'ancre en fait, je l'amène à l'avant du bateau et je lui fais faire pipi. Et encore une fois, ouais, c'est bien, félicitations, tout ça, balle, machin, récompense, oh t'es trop bien. Elle retourne toute contente dans le cockpit, Baptiste qui la félicite, oh c'est trop bien, voilà, tout ça. Donc elle sait qu'elle a le droit de faire ses besoins sur le bateau, ça tout va bien. Par contre, elle est encore limitée quand ça bouge. C'est-à-dire que notre toutou, c'est un berger blanc suisse. C'est pas la plus agile des bergers blancs suisses. Et le berger blanc suisse, c'est pas un malinois, quoi. C'est pas un funambule. C'est un peu lourd comme chien. Donc du coup, quand ça bouge, elle a encore du mal à trouver vraiment comment se mouvoir avec le bateau pour pas valdinguer un petit peu à droite à gauche. Donc c'est vrai que le pipi en nave, c'est pas encore acquis. Et c'est pour ça notamment qu'on commence par un tour de la Méditerranée. C'est pour que vraiment on ait des navigations de 12 heures maximum, histoire qu'elle puisse faire ses besoins régulièrement. Ouais, pour pas qu'elle se bloque et que ça se fluidifie, entre guillemets, quoi. C'est ça. Bah après, là, il y a plein de navigateurs qui disent que justement, il faut surtout pas faire ce qu'on fait, parce que, enfin, de gens qui ont un chien sur un bateau, parce que c'est vrai qu'on apprend à son chien qu'il va forcément aller pisser à un moment. Donc, bah, le chien apprend à se retenir, puisqu'il se dit qu'il y aura forcément. Donc, il y a plein de gens qui préconisent en fait de partir 48 heures pour que le chien à un moment fasse ses besoins parce qu'il en peut plus, et puis c'est tout. Donc c'est une autre théorie qui, à mon avis, n'est pas idiote du tout. Mais voilà, sachant que Jana, elle a encore un peu de mal quand ça bouge, il faudrait à la rigueur qu'on fasse ça par mer d'huile au moteur pour qu'elle puisse le faire, quoi. Justement, pour ses besoins, tu prévois un petit emplacement, je sais pas, avec du gazon synthétique ou quelque chose? Exactement, t'as tout compris. Gazon synthétique, et on met un œillet métallique en fait dans le tapis, comme ça on met un bout, donc une corde. Une fois qu'elle a fait ses besoins, on fout le truc à la mer et on le laisse traîner derrière le bateau pour qu'il se rince. Seau d'eau sur le pont, bam, et puis bah, c'est réglé quoi en fait. Hein. Pratique. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'elle a été sujette au mal de mer? Jamais. Alors par contre, elle est ultra malade. Enfin, elle était ultra malade en voiture et elle l'est encore de temps en temps. Mais alors le mal de mer, absolument pas. Ah ouais, trop rigolo. Bon, tant mieux, au moins c'est un truc en moins à lui apprendre. Ouais, complètement. Mais en fait, au bout d'un moment, les gens qui ont des chiens qui grandissent sur des bateaux, ils comprennent même les ordres. Par exemple, parer à virer, virer, ça veut dire qu'on va passer d'un bord à l'autre du bateau. Ça veut dire que le vent, en fait, va changer de sens dans les voiles. Et le bateau va se mettre à pencher d'un côté vers l'autre. Et il y a plein de chiens, en fait, qui ont compris le truc. Et quand ils entendent parer à virer, ils changent de côté du bateau pour aller se coucher de l'autre côté peinard. Parce qu'ils savent que ça va changer et qu'en fait, bah, c'est l'autre côté qui va pencher. Et donc, ils vont tomber si jamais ils restent là, quoi. Elle n'en est pas encore là. Mais ça va venir, ouais, complètement. Là, on lui apprend juste à pas être dans nos pattes quand on fait une manœuvre. Ok. Parce que pour l'instant, elle a plutôt tendance à être vautrée dans le cockpit et à ronfler. Et du coup, elle est souvent couchée sur des bouts. Et quand on veut faire une manœuvre, en fait, on doit commencer par pousser Jana pour accéder au cordage pour pouvoir faire notre manœuvre. Ok, donc ça va. Maintenant, elle est plutôt pépère sur son bateau, quoi. Ah, elle est complètement pépère.
En fait, on a découvert que le bateau, c'était sa maison en Espagne cet été. On était à Roses. On avait mis du coup une planche parce qu'on était trop loin du quai, donc on a mis une planche pour faire passerelle entre le bateau et le quai. Donc déjà, moi, je me disais, merde, putain, il va falloir faire passer Jana sur la planche et tout. Donc je commence à me préparer, tu vois, à passer devant elle pour l'appeler et tout. Je mets la planche, j'appelle Jana, Jana sort. Donc moi, j'étais en train de me préparer à lui apprendre à faire. Elle passe sur la planche, l'air de rien, et puis hop là, elle part faire sa life. J'étais d'accord, bon bah ça c'est Ok. fait. Et puis on part se balader du coup sur le port pour lui faire un tour. Et puis là à côté, il y avait donc j'avais donné un nerf de bœuf à manger pendant la nave pour l'occuper. Et on croise un autre chien en fait qui était genre 100 mètres plus loin sur un bateau lui aussi. Et je commence à discuter, il commence à jouer, donc c'était un golden, ils commencent à jouer tous les deux. Et puis au bout de 5 minutes, je vois Jana repartir tranquille vers notre bateau en trottinant. Hop là, rentrer à la maison, repasser la passerelle, aller chercher son nerf de bœuf, repasser la passerelle et revenir plop, 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 avec son truc pour jouer avec l'autre chien. J'étais là, ok, bon bah c'est bon, ça y est, t'es à la maison quoi. C'était vraiment très très drôle. Elle a appris à faire du paddle aussi et elle a appris l'annexe et c'est pareil en fait pour aller lui faire ses besoins du coup quand on n'est pas au port on a une annexe donc un petit bateau gonflable avec un moteur ou des rames pour aller jusqu'à la plage et pareil en fait l'annexe on lui avait pas appris donc la première fois on a mis l'annexe le long du bateau. On s'est dit, bon, comment on va faire monter Jenna là-dedans? Donc, on se préparait à la porter, tout ça. Baptiste met un pied dans l'annexe. Donc, j'appelle Jenna pour qu'elle vienne vers la jupe du bateau. Baptiste met un pied dans l'annexe. Il n'avait pas mis le deuxième, que Jenna avait déjà sauté dans l'annexe, était assise et attendait. Quoi. Donc, ça, c'est son grand kiff. Elle se met à l'avant de l'annexe. Elle fait vraiment chien de poupe. Ça fait figure de proue. Et l'annexe, elle adore. Donc, elle saute dans l'annexe du bateau sans souci. Dès qu'on arrive sur la plage, elle saute de l'annexe, elle va dans l'eau, elle va sur la plage. Dès qu'on repart, il y a des fois, elle a failli se barrer toute seule avec l'annexe parce qu'on lui dit on rentre. Et donc, cette andouille, elle court sur la plage, elle prend de l'élan et elle saute dans l'annexe. Sauf que l'annexe, elle est bloquée sur le sable. Mais si tu lui mets une grosse impulsion, elle repart dans l'eau. Donc, il y a des fois, on a vu l'annexe commencer à partir avec Jana. Alors, pas loin, parce qu'évidemment, on court. Mais tu vois l'annexe commencer à s'éloigner avec notre chien parce qu'il est trop content de prendre l'annexe et que du coup, elle a mis trop d'élan et qu'elle est repartie à la flotte. Quoi. C'est voilà. C'est notre toutou. Au final, la plus grosse difficulté, c'était vraiment d'appréhender un peu cette mer qui bouge. Et puis une fois que ça s'était validé, ça C'est a ça. été. Bah après, quand ça bouge trop, on la met à l'intérieur, on lui fait un espèce de petit nid dans les cabines arrière, en fait, avec des tapis. Là, on va carrément lui installer, je pense, des matelas, un espèce de panier bien renforcé et assez rigide pour qu'elle puisse se caler sur tous les bords, en fait, en navigation. Et on lui installe ça, donc à l'arrière, quand ça bouge trop. Et par contre, ouais, quand ça bouge trop, elle est à l'intérieur et c'est hors de question qu'elle soit sur le pont parce que elle a beau avoir une longe de sécurité reliée au bateau et un gilet de sauvetage, on n'a pas envie qu'elle passe par-dessus bord et d'aller faire une manœuvre de récupération de notre chien quand il y a de la mer et que ça tape. Quoi. Ok. Donc ça veut dire que sur le bateau, elle est toujours accrochée au bateau en fait. Non, quand on a des bonnes conditions, qu'on est dans le cockpit, on ne l'accroche pas parce que c'est important qu'elle puisse être libre de ses mouvements. Mais par contre, dès qu'on n'est pas tous les deux dans le cockpit, dès que les conditions dès que ça commence à bouger un petit peu ou que c'est la nuit, là on l'accroche, ouais, parce qu'on tient notre toutou. Nous, on s'accroche en tant qu'humain, donc c'est important d'accrocher le chien aussi. Ok, bah, tu vois, je savais même pas que même les humains s'accrochaient dans le bateau. Enfin, c'est vraiment un univers que je découvre. On a abordé plein de sujets en même temps, j'ai Oui. l'impression. Du coup, si on repart un peu donc voilà sur ton organisation donc pour prévoir ce futur tour du monde, on reviendra un peu après donc sur un voyage que tu as déjà fait avec Jana donc pour commencer à lui apprendre tout ça. Je vais avoir plein de questions en même temps donc je vais essayer d'y aller par étapes. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on s'organise pour se dire je vais partir en voilier autour du monde. Par quelle étape tu passes pour prévoir ce grand périple? Comment on se prépare à un tour du monde en bateau? Alors, on s'y prépare beaucoup. Parce qu'en fait, la mer est un des derniers endroits où l'homme ne choisit pas et où on a intérêt à s'adapter aux éléments parce que les éléments ne s'adapteront absolument pas à nous et ils sont immaîtrisables. Voilà, point. C'est encore moins maîtrisable qu'un tremblement de terre, par exemple. On peut adapter les bâtiments. Là, c'est immaîtrisable. Donc, il faut vraiment avoir des compétences en navigation, en météo, en médecine. Il faut connaître la mer. Enfin, il faut vraiment être bien, bien préparé. En sachant que même sur des mers comme la Méditerranée, par exemple, qui est réputée pour être une zone de navigation plutôt tranquille, cet été, par exemple, on a eu un Medicane qui est passé, la tempête en Corse, avec des vents à 200 km/h qui est arrivé en moins de 24 heures, qui n'a pas été signalé par Météo France, tout ça. Donc, il faut vraiment se dire que le pire peut arriver. Donc, on part du pire et on fait en sorte d'être prêt.
parce qu'une fois que vous êtes prêt au pire, en fait, clairement, vous n'avez plus qu'à profiter de tout le reste. Parce qu'en plus de ça, vous savez que si jamais le pire arrive, vous saurez comment y faire face, au minimum. Voilà, parce qu'après, je pense qu'on n'est jamais réellement préparé. Donc, pour commencer, on s'est formé à la navigation. Donc, moi, j'ai déjà pas mal navigué. J'avais déjà un niveau, enfin, en fait, il y a plusieurs niveaux en navigation, donc, comme les ceintures en judo. Donc, j'avais déjà une ceinture bleue, en gros. Ok, Voilà. et tu as nécessairement besoin de cette ceinture? Je veux dire, en termes de sécurité, d'organisation, j'imagine que oui, mais je veux dire en termes plus légal, tu es obligé d'avoir passé des formations ou tu peux acheter ton voilier et partir comme ça? Alors, en fait, il n'y a aucun encadrement légal concernant les voiliers. C'est-à-dire que si tu as un bateau à moteur, tu es obligé d'avoir un permis côtier ou hauturier. Si tu as un voilier, il n'y a aucune obligation légale. Ce qui, en soi, peut être un problème assez rapidement parce que, comme il n'y a pas d'obligation légale, il y a plein de gens compétents, et il y a plein de gens incompétents aussi, qui causent des accidents. On appelle des abordages en mer, c'est-à-dire deux bateaux qui se rentrent dedans. Donc non, c'est pas une obligation du tout. Par contre, moi, ça me semble une obligation vis-à-vis de mon envie de rentrer en un seul morceau et de ramener tout le monde comme il faut et le bateau en bon état, qui est vraiment de maîtriser en fait au maximum la navigation et d'être paré à peu près toutes les situations. Donc pour ça, avec Baptiste, on a fait des stages à la Massif, par exemple, qui est une école de voile. Donc on a fait des stages pour apprendre à naviguer en couple, parce que quand t'es deux, quand t'es tout seul et quand t'es cinq, c'est pas la même navigation. Quand t'es deux, t'as intérêt à savoir comment réagir si l'autre part à la flotte, par exemple, passe à la mer. Voilà, parce que t'es tout seul sur le bateau. Il y a plein de gens qui partent en couple, il y en a qu'un sur les deux qui sait naviguer, souvent c'est monsieur, et je sais pas comment ils font, parce que si jamais monsieur part à la flotte, en fait, madame reste sur un bateau, un truc qui bouge, et qu'elle sait pas manœuvrer. Et elle pourra pas récupérer monsieur, même s'il était complètement récupérable avec une manœuvre. Donc bon, c'est pas notre cas, voilà, en l'occurrence. Donc on s'est formé à ce niveau-là, là on va se former au niveau sécurité, on va encore aller faire des stages, donc ce qu'on appelle sécurité-survie, on va apprendre à armer une survie. Donc une survie, c'est un espèce de petit bateau orange sur lequel on se réfugie quand le bateau coule. On va apprendre à tirer des fusées de détresse, on va apprendre à faire une évacuation élytroyée, donc ça fonctionne avec la SNSM qui participe du coup à ces formations-là, et les hélicoptères interviennent pour qu'on voit en fait comment est-ce qu'on place le voilier vis-à-vis d'un hélico pour éviter de gêner l'hélicoptère dans ses mouvements, ses manœuvres en fait de sauvetage. Moi, je vais aller faire le monitorat de voile au Glénan parce que c'est, à mon sens, la meilleure école de voile en Europe, pour avoir déjà fait des stages avec eux. Je sais que je vais en baver parce que c'est pas les meilleurs pour rien. C'est généralement les conditions les plus rudes. Mais voilà, au moins je sais que je serai armée en termes de compétences et de capacités pour faire face à des vraies des tempêtes par exemple, parce que quand on traverse le Pacifique ou l'Atlantique, on peut prévoir la météo la première semaine, mais pas la deuxième et pas la troisième. Donc après, donc, on peut recevoir un petit peu de météo et essayer de s'adapter, mais si on est sur la route d'un truc pas cool et que le front fait 100 km de large, clairement on pourra pas l'éviter. Donc il faut apprendre à faire avec. Donc tu apprends vraiment des trucs que tu espères ne jamais avoir à faire face, quoi. Exactement. J'apprends des trucs que j'espère ne jamais avoir besoin d'utiliser, mais je préfère les savoir et ne pas en avoir besoin qu'en avoir besoin et ne pas les savoir. Ça, c'est ma philosophie. Après, moi, j'ai fait une formation médicale et on va en refaire une aussi avec Baptiste, encore plus approfondie, donc avec Medidistance, avec un anesthésiste réanimateur urgentiste qui fait des formations médicales, qui lui-même, en fait, est marin, donc a entrepris un tour du monde aussi avec sa femme. Vincent, je me rappelle plus de son nom de famille, mais il fait... Donc là, on lui a fait carrément organiser une formation à Toulouse, avec des trucs en plus. C'est pareil, la dernière fois, j'ai appris à faire des points de suture, à diminuer une fracture, à remettre une épaule, enfin un membre d'émis, à poser des agrafes, refermer une plaie à la colle cyanolite. Là, la prochaine fois, j'ai appris à faire des intramusculaires, la prochaine fois, on apprend à faire des intraveineuses, enfin plein de trucs comme ça. Mais parce que c'est des choses qui peuvent arriver sur un bateau? Ah bah oui. Imaginons par exemple que quelqu'un loupe une marche de la fameuse descente qui est assez hard et se pète un bras. Quand t'es au milieu de l'Atlantique, l'aide la plus proche n'arrivera pas avant 48 heures. Et quand t'es sur une petite île des Philippines, c'est la même chose. Et puis l'hôpital le plus proche, il est à 2 jours en bateau, et l'hôpital le plus proche, il ressemble à l'infirmerie scolaire d'un lycée de campagne, quoi. N'empêche, ça doit te faire bien relativiser, je pense, sur notre quotidien et tout le confort qu'on a ici et toute la sécurité qu'on a ici, quand tu dis, je dois me préparer à rencontrer tout ça, quoi. Alors, à la fois, effectivement, là, quand j'ai fait la formation médicale, qu'on voyait des cas de brûlure en mer, une explosion de bouteilles de gaz, des gens qui touchent ce qu'on appelle des boxfish, donc des méduses carrées. Ça, c'est Australie et Philippines, c'est mortel. Voilà, tu la touches, il te reste une demi-heure. Donc Et il n'y a des rien à trucs faire. comme ça, tu te dis, mais
S'il faut mettre du vinaigre, mais il y a pas grand-chose à faire, ouais. C'est pareil, enfin en Australie, il y a des trucs, s'ils te piquent, de toute façon, tu as 10 minutes à vivre et l'aide la plus proche, elle est à 3/4 d'heure, hein, donc voilà. Donc là, tu te dis: «Mais pourquoi?» Donc déjà, je t'avoue que l'Australie, c'est pas trop un quoi qu'il mange. Tu te dis: «Mais pourquoi?» Et puis pareil, quand tu fais les trucs de survie, que tu balances ta survie à l'eau, que tu imagines que là, il y a des creux de 6 mètres, qu'on te dit: «Bon, bah là, clairement, s'il y a des creux de telle taille, l'hélicoptère, il peut rien faire». Tu te dis: «Mais pourquoi?» Et en même temps, c'est aussi encore une fois, la mer, c'est un des derniers endroits où on peut vraiment se confronter à notre taille humaine à l'échelle de la planète, c'est-à-dire au fait qu'on n'est pas grand-chose et se remettre, enfin retrouver un côté, sa place dans la nature, vraiment. Et puis cette autonomie aussi que moi j'aime beaucoup et cette indépendance qui est que, bah, ouais, tu es tout seul, donc tu as intérêt à être multitâche parce que parce qu'il va falloir envoyer, quoi. C'est clair. Et du coup, en termes de formation humain, c'est toutes celles que tu fais ou il y en a d'autres? Il y a tout ça, alors attends, je réfléchis, formation humaine, c'est à peu près je crois que j'ai à peu près fait le tour. Après moi j'ai l'intention de me former un peu plus en vidéo aussi, montage et cetera pour la chaîne YouTube. J'ai envie de me former à des choses, plus pour la conservation de la nourriture parce que la gestion des stocks et l'intendance, c'est une vraie question sur un bateau. Donc tout ce qui est, faire des conserves, déshydrater, des fruits, des légumes, tout ça. Donc toutes ces parties-là. Et après, si, il y a les langues, évidemment. Donc là, je suis en train de me remettre. Donc moi, je parle anglais et un petit peu japonais. J'ai complètement oublié l'espagnol. Donc je suis en train de me remettre à l'espagnol, tout ça. Voilà. Ok, mais au final, vraiment, mais tellement de choses à apprendre Ouais, pour partir comme ah, ça, c'est quoi. génial. C'est clair, C'est vraiment génial. Puis c'est pareil, il faut aussi construire son autonomie financière à côté. Donc il faut prévoir bien plein de sûr. trucs. Enfin, je trouve ça génial. Enfin, moi perso, j'adore. Je trouve ça génial parce que c'est vraiment se plonger dans un truc et faire le tour de la question en se disant, OK, on va partir sans doute pour 10 ans dans plein de pays. De quoi on a besoin? On a besoin de bouffe, on a besoin de savoir soigner, on a besoin de tout ça. Et se former à tout ça. Ok, trop bien. Et du coup, pour Jenna, tu fais aussi une formation de premier secours. Donc pour Jana, ouais, on fait une formation aussi, 1er secours canin. Donc on va apprendre, pareil à lui faire une intraveineuse, lui faire, un massage cardiaque, lui faire donc, la prise d'Imlich pour, éjecter par exemple une balle qu'elle aurait dans l'œsophage ou un truc comme ça. On va apprendre à poser les fameuses aiguilles là, pour dégonfler l'estomac en cas de retournement d'estomac, donc pour, soulager la pression en fait, de l'estomac. Pareil pour la vessie en cas d'occlusion, de la vessie, pour permettre en fait, à l'urine de sortir de la vessie. Donc ça, c'est en gros, on va apprendre à faire du bouche à bouche à notre toutou, ça va être assez, voilà. Ok, Et on va faire tout ça avec Jana, c'est un truc que je trouve très chouette. J'ai trouvé là, une formation, donc je fais venir à Toulouse. Donc d'ailleurs, si ça intéresse des gens, du coup, ce sera là en 2023 directement à Toulouse. On va l'organiser dans mon école. C'est une formation qu'on fait avec son chien. trop Donc c'est bien. génial parce qu'en fait, on apprend à manipuler son chien, à lui faire un training médical en fait en même temps pour lui montrer que bah voilà, il peut se passer tout ça et que ça va bien se passer. Et puis comment son chien réagit aussi dans ces cas-là. Enfin voilà, on apprend à museler aussi, pour éviter de se faire mordre. Bon, en l'occurrence, moi je connais mon chien, je sais qu'avant qu'elle me morde, il y aura de l'eau qui sera coulée sous les ponts. Peut-être si elle devient sénile un jour, mais Non, mais comme quoi, c'est vraiment une formation complète pour mettre ton chien et toi-même en sécurité, quoi. c'est ça. Et en sachant qu'on a aussi réfléchi plus loin, donc Jenna, on lui a acheté un gilet de sauvetage, tout ça, parce qu'elle adore nager, mais c'est pas une très très bonne nageuse. Jenna a l'habitude de boire la moitié du lac dans lequel elle nage, ou de la rivière. Donc quand elle a découvert l'eau de mer, ça lui a fait bizarre, parce que d'habitude, elle nage tout en buvant et en mangeant l'eau de mer. Voilà, pas une super bonne nageuse, donc on a pris un gilet de sauvetage. Ouais. Mais c'est pareil, en fait, on va avoir un désalinisateur parce que non seulement il faut qu'on soit autonome en eau, mais il faut aussi qu'on puisse rincer notre chien régulièrement quand elle sera baignée dans l'eau de mer. On a aussi prévu, en fait, de lui acheter un espèce pas de sac d'élitroyage, mais je sais pas si tu vois, ces espèces de civières, tu sais, avec les 4 trous pour mettre les pattes. Parce que, bah, une descente, encore une fois, c'est raide, qu'elle va vieillir et qu'à un moment, elle pourra plus monter et descendre dans le bateau avec les escaliers qu'il y a. Donc on a déjà prévu en fait ce qu'il faut pour pouvoir la hisser, pour la mettre dans le bateau, la sortir du bateau, la mettre à terre quand elle pourra plus faire des petits bonds de cabrille, parce qu'on espère qu'elle vivra vieille. Bah oui, bien sûr. Et justement, en termes d'équipement pour Jana, qu'est-ce que tu prends quand tu pars en voilier avec elle? Alors Jana vit sans laisse, elle est très 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 bien éduquée, vraiment. Et je dis pas ça juste parce que je suis sa maîtresse, globalement c'est le retour général qu'on a de tout le monde, Jana vit sans laisse. Elle sait par exemple trottoir, elle sait que tant que j'ai dit trottoir, elle n'a pas le droit de descendre du trottoir, elle s'arrête à chaque passage piéton sans que je lui dise, enfin, elle est très très bien éduquée. On emmène son harnais,
et ça longe, donc c'est un peu le même système que celui qu'on met, dans les voitures pour empêcher les chiens, en fait, en cas d'accident, de passer dans le pare-brise. C'est la même chose, sauf que là, c'est pour l'empêcher de passer par-dessus bord. On emmène son gilet de sauvetage pour nager. On emmène évidemment ses balles, on lui emmène de quoi s'occuper, donc nerfs de bœuf, récompense, tout ça. On emmène son tapis, donc ça c'est important, son tapis de la maison pour qu'elle ait son odeur à elle et son petit coin de confort qu'elle connaît. On emmène ses brosses aussi, parce que l'eau de mer, ça, ça enlève plein de poils, donc voilà. Puis son carnet de santé et son carnet de vaccination, ça c'est super important, parce que dès qu'on sort de France, il faut faire valoir le fait que. Et puis c'est pareil, elle est pucée, donc c'est super important de pouvoir faire valoir qu'on est ses propriétaires si jamais il se passe quoi que ce soit. Et en gros, pour l'instant, c'est tout. Alors après, il y a eu une réflexion déjà sur l'alimentation, parce que Jana mange des croquettes, et c'est un chien assez sensible de l'estomac, donc dès qu'on change son régime alimentaire, elle nous fait des petites diarrhées. Donc en voyage, on ne pourra clairement pas avoir ses croquettes habituelles tout le temps, parce qu'on ne peut pas emmener 20 paquets de croquettes de 12 kilos dans le bateau. Je pense qu'on va emmener ces paquets de croquettes, on va en emmener 2-3 en stock. Là, pour l'instant, tant qu'on sera en Méditerranée, Europe, on devrait retrouver ces croquettes sans trop de mal, mais j'ai commencé à regarder pour des menus, en fait, pour lui faire à manger maison, donc à base de légumes, carottes, riz et viande et poisson, parce que on pêche, donc en plus c'est très bien. Elle adore le poisson. Donc voilà, donc là, je sais que d'ici globalement 6 mois, il va falloir que je commence à faire une transition alimentaire en commençant à lui préparer de plus en plus des repas maison pour doucement en fait l'habituer à moitié-moitié, voire 3/4 maison, 1/4 croquette. Oui, de toute façon, tout changement d'alimentation, il faut vraiment y aller par Ouais, étapes, justement pour éviter c'est ce que ça. tu disais, les diarrhées ou les inconforts. Tu lui prévois aussi une trousse de secours? Ah oui, complètement. Alors, nous, on part avec des sacs médicaux qui sont encore une fois conçus par Medidistance, c'est des sacs médicaux océaniques. Dedans, on a des trucs, genre on a une agrafeuse pour suturer des plaies, on a des kits de suture, on a de la morphine, on a toutes les catégories antibiotiques. En fait, je suis en contact avec une veto qui a d'ailleurs, ça s'appelle Vet Pachamama. Et le nom de l'association lui-même, je vais te le retrouver, c'est une vétérinaire qui a décidé de partir en voilier elle aussi, avec sa chienne. Donc avec son conjoint, ils ont acheté un bateau et ils sont partis, pareil, faire vétérinaire sans frontières en gros. Et elle, en fait, elle est super cool. Elle a carrément en fait pris contact avec des gens qui ont des chiens sur des bateaux pour proposer de faire, en fonction de chaque chien, la trousse médicale de bord avec prescription médicamenteuse, etc. Génial. En tout cas, voilà, elle déjà, du coup, elle a commencé à voir pour la liste de médicaments pour Jana. C'est pareil, notre veto, on l'a prévenu qu'on partait en voyage. Donc là, bientôt, c'est-à-dire que là, dans les 6 mois qui viennent, il va falloir que je commence à voir pour toutes les vaccinations qu'il faut que je fasse pour Jana. En fonction des pays, elle change. Il faut que je prenne contact 6 mois avant avec des vétérinaires dans certains pays pour faire les rappels, etc. Et il faut que je joue avec mon veto, surtout pour qu'il me fasse le complément, en fait, pour tous les besoins de Jana, enfin les trucs de base, quoi. Ok, donc gros check-up. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'il faut pour s'organiser pour un grand voyage en voilier? Non, parce que même nous, je pense qu'on n'a pas fait le tour et qu'on a encore oublié des trucs et qu'on s'en apercevra après. Mais je pense qu'on a bien dégrossi le tableau, ouais. Ouais, ok, parfait. Trop bien. De toute façon, après, voilà, je pense que si certaines personnes veulent aller plus loin, il y a matière à creuser. Et puis, on va mettre tous les liens de tout ce dont tu as parlé en description. Et du coup, quand on s'est eu au téléphone, donc avant d'enregistrer cet épisode, tu m'as dit que vous étiez partis sur un voyage un peu plus court pour commencer justement à apprendre tout ça, déjà, j'imagine, pour vous deux et aussi pour Jana. Est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu de ce voyage? Ouais, avec plaisir. On est parti 2 semaines au mois de mai, donc avec Jana. L'idée étant d'aller le plus loin possible sur la côte espagnole, donc on est allé jusqu'à Paloma, si je me rappelle bien du nom. L'idée c'était de commencer vraiment à voyager avec Jana parce qu'on n'était pas encore allé à l'étranger avec elle, de commencer à vraiment la faire vivre sur le bateau, pas juste pour un week-end, mais sur une période plus longue pour voir comment ça se passait comme pour elle, de tester des navigations plus ou moins longues avec elle aussi. On a été très très agréablement surpris. Jana c'est un chien, donc forcément dès qu'on l'emmène dans un territoire nouveau, elle est trop contente. Voilà. Donc ça s'est résumé à passer des après-midi à naviguer, voire une nuit à naviguer, et puis arriver à terre, descendre à terre, aller courir sur la plage, aller découvrir des villes, des coins de campagne, tout ça, remonter sur le bateau, pioncer au soleil tout l'après-midi en attendant d'aller au point suivant,
faire du paddle, enfin tout ce genre de trucs. Donc on a été super contents et très rassurés parce qu'on s'est vraiment aperçu que c'était une belle vie pour Jana et que parce que c'est la grande question quand on a prévu de faire notre tour du monde et qu'on l'a annoncé, les gens nous ont dit «Ah bon, vous allez faire quoi de Jana?» On l'emmène. Enfin, pour nous, c'était d'une logique imparable, en fait. On n'a jamais envisagé de ne pas l'emmener. Les gens étaient, ah bon? Bah oui, on emmène notre chien, évidemment. Donc ça avait soulevé l'inquiétude quand même, les réactions des gens en mode, vous êtes sûrs? Bah oui. Et là, on a vu que vraiment, elle s'éclate autant que nous. Alors, pas en navigation quand ça bouge, hein, mais de toute façon, en navigation quand ça bouge, on s'éclate plus ou moins. Ça dépend à quel point ça bouge. Mais par contre, en voyage, ouais, elle adore. Enfin, c'est vraiment un chien qui passe son temps avec nous. Elle vient travailler avec moi et le seul moment où elle est pas avec nous, en fait, c'est quand, je vais faire les courses parce qu'elle vient même à la banque avec moi, elle vient en rendez-vous avec moi. La dernière fois, j'étais à l'assemblée, des copropriétaires, Jana était là. C'est un peu ton ombre, Donc elle quoi. passe toute sa vie ah ouais, c'est mon ombre blanche parce que du coup, elle est type berger blanc suisse, hein, donc ouais, non, c'est tant qu'elle est avec nous, et c'est une question qu'on s'était vraiment posée, mais tant qu'elle est avec nous, elle est super heureuse. Et en plus de ça, on est des maîtres attentifs. Alors, on a bien conscience qu'un bateau, c'est pas un environnement naturel pour un chien, donc on fait en sorte que vraiment ce soit le plus joyeux possible pour elle et le moins pénible possible pour elle aussi. Ouais, bah, je pense qu'on a tous compris ça avec toute l'expérience que tu viens déjà de raconter et toutes les étapes par lesquelles tu es passée pour qu'elle se sente bien. Et justement, donc, ce premier tour donc de l'Espagne à bateau, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'itinéraire que vous avez fait? On est parti du coup je vais retrouver dans 2 secondes, de Port-le-Cat, puisque c'est là qu'on avait notre point d'attache. On a commencé par faire, du coup les petits bateaux, enfin les petites villes, du bord, de la France avec, Collioure et Port-Vendre, qui sont très jolies. Ensuite on est descendu dans les calanques, donc Cala de la Tulipa notamment, donc c'est vraiment des criques qui rentrent dans les falaises en Espagne, c'est magnifique. Puis j'imagine que quand tu vas en bateau, il doit y avoir quand même beaucoup moins de monde que quand tu vas dans les calanques accessibles depuis la terre. Alors, complètement. Il y a quand même beaucoup de monde, mais là, on était au mois de mai, donc en plus, il y avait personne. Bon, se baigner, c'était un peu hardcore parce qu'elle était encore froide, mais c'était super chouette. Et du coup, comme on est à l'association de protection de l'environnement, on a aussi commencé à faire du nettoyage de plage. Donc, on allait dans les calanques et on remplissait les sacs poubelles de trucs qui traînaient partout, de plastique, etc. Pendant que Jana courait joyeusement, donc on ramassait un plastique, on jetait un bâton à Jana, on ramassait un plastique, on jetait un bâton à Jana, tout ça. Puis on a passé le Cap Créus, donc le Cap Créus qui est vraiment la partie qui dépasse le plus vers l'est de la Corse. On est descendu du coup sur Cadaqués, qui est absolument magnifique. Là, on s'est fait des mouillages, donc pareil, on allait découvrir Cadaqués avec Jana. Qu'est-ce que c'est un mouillage? Mouillage, pardon, c'est quand tu jettes l'ancre en fait. Quand t'es pas au port, tu jettes l'ancre et t'es ancré. Tu jettes l'ancre dans la mer ou dans l'océan, quoi. Oui, alors avec une limite quand même de profondeur à peu près de 10 mètres, 12 mètres d'eau, parce qu'au-delà, il n'y a pas assez de chaîne pour pouvoir vraiment avoir un ancrage solide. Et j'en profite pour faire la prévention, dans du sable, parce qu'en fait en Méditerranée, on a des herbiers qui s'appellent la Posidonie, qui sont des herbiers qui ont connu les dinosaures, qui sont protégés et qu'on a réussi à dévaster à 80% en Méditerranée avec les ancres de bateaux. Ok, et c'est quoi un herbier? Un herbier, en fait, c'est des plantes, donc c'est une herbe sous-marine qui s'appelle la Posidonie, qui fait des fleurs, qui fait des fruits et qui produit 30 fois plus d'oxygène que la forêt amazonienne. Ce serait assez bien qu'on arrête de mettre des encres dedans. Donc c'est important, voilà, de trouver du sable parce que non seulement c'est un meilleur ancrage, c'est-à-dire que ça évite que les bateaux dérapent, mais en plus de ça, ça ne détruit pas la biodiversité. Donc on s'ancrait à Cadaqués et puis on allait visiter la ville, on allait se faire des balades le long des falaises, voilà, dans l'eau. Donc Jana, elle passe alors oui, parce qu'il faut savoir que Jana a vraiment un truc avec l'eau et quand on veut pas qu'elle y aille, on lui lance un bâton dans l'autre direction, elle fait genre elle l'a pas vu et elle court dans la mer. Voilà, la saleté. Donc elle passe son temps à se baigner et puis à aller sécher au soleil et puis à cavaler dans les falaises, dans les rochers, tout ça. Après, on a continué à descendre, donc on est descendu jusqu'à Rosès, qui n'était pas notre endroit préféré, mais on a dû rester parce qu'en fait, il y avait trop de vent pour continuer. Donc on a visité Rosès, tout ça. Là, on était au port, donc Jonas s'est fait des potes, des potes chiens des autres bateaux. C'était vraiment rigolo parce que c'est en mode le pont, enfin le quai est devenu l'extension de la maison, quoi. Vu qu'il y avait en permanence la passerelle qui était à poste,
donc qui était entre le bateau et le quai. Jana faisait ses allers-retours, mais peinarde, quoi. Genre, hop là, je vais faire pipi là-bas, et puis je reviens. Mais il y a des voitures qui passaient, donc j'étais là, mais tu fais quoi là? Reviens. Vraiment, elle faisait sa life, quoi. C'est trop bien. Et puis ce qui était génial aussi, c'est qu'elle dormait, donc du coup, enfin, elle passait ses journées, sinon, dans le cockpit du bateau, sur le banc, du coup, à moitié avachie, là, accoudée sur ce qu'on appelle un îloir, donc sur le dossier en gros, du cockpit. Et puis, elle regardait les gens passer. Quand il y a un chien qui passait, elle aboyait parce que c'était chez elle. Voilà. Quand les gens regardaient trop le bateau, elle aboyait parce que c'était chez elle. C'était assez rigolo. Là, on s'est vraiment dit que c'est bon, elle avait acquis le bateau, parce qu'à partir du moment où elle se mettait à aboyer en défendant son territoire, c'est que on avait gagné un truc. Ensuite, on a continué à descendre. En gros, on est descendu, donc Tamariu, petite crique magnifique avec un petit village. Enfin, c'était vraiment très, très, très chouette. Puis, on a continué à descendre, du coup, jusqu'à Paloma. Là, on s'est dit qu'on allait commencer à remonter parce qu'on est dépendant de la météo. Donc, en fait, tant qu'on avait une bonne fenêtre météo, on a préféré commencer à remonter. Donc, on a fait à peu près le même chemin inverse. Et puis, on est rentré avec quelques jours d'avance parce qu'il y avait un coup de vent qui arrivait à Port-le-Cat. Et là, on allait se faire des randos dans les falaises de Port-le-Cat. Ok, parce que ce qu'on n'a pas précisé et ce que tu m'avais expliqué auparavant, c'est que au final, ce trip, c'est un peu comme un road trip, mais plus un boat trip. Oui, c'est ça. C'est vrai que du coup, les gens, je pense, se rendent pas trop compte de ce que c'est que voyager en voilier, parce qu'on voit la route du Rhum à la télé, par exemple. Donc on se dit, on monte sur un bateau et puis on descend 4 jours plus tard de l'autre côté de l'Atlantique. Nous, notre philosophie du bateau, c'est pas de la voile sportive, c'est de la voile de voyage. Donc notre bateau, c'est effectivement un van, quoi. Tout l'extérieur est notre maison. Alors quand c'est de l'eau, ça fait une très très grande terrasse sur laquelle on peut pas trop marcher, mais on peut faire du paddle dessus. Mais il faut vraiment envisager le fait que on se déplace d'un point A à un point B, on s'arrête, on profite, on découvre, à terre aussi, on fait des balades, on fait tout ça, on va visiter des villes, on va manger au resto, tout ça, et puis on reprend le bateau et hop, on va jusqu'au point suivant. Donc c'est vraiment comme ça que nous on envisage le voyage, et puis aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre de la culture, tout ça. Trop bien, ça donne trop envie d'essayer. Et sur tous les spots où vous vous êtes arrêtés, est-ce que tu les as trouvés dans l'ensemble accessibles aux chiens? Et si oui, lesquels t'as préférés? Alors, accessible aux chiens, on était en France, globalement aucun souci, à part évidemment les plages en plein été, et encore très sincèrement, la plupart des plages à partir de 18h quand les gens s'en vont, si vous y êtes avec votre chien, je crois que une fois j'ai eu des gens qui ont râlé. Donc en France, vraiment aucun souci. À chaque fois, dans les ports, etc., les chiens sont les bienvenus. C'est plutôt sur les plages où ils sont limités, mais Jana nous suit. De toute façon, Jana nous suit partout. Au resto, la plupart du temps, même les endroits où ils acceptent pas les chiens. Quand on arrive avec Jana, ils font « Ah, elle est trop belle, bon, elle a le droit. » Donc, bon. Elle a des petits privilèges quand même, hein? Oui, elle a des gros privilèges, même madame. Voilà. C'est ça d'être une super louloute. L'Espagne, c'est moins dog-friendly. Ok. À quel Globalement, niveau? on voit que les Espagnols n'ont pas... En fait, les chiens sont pas acceptés dans les bus, ils sont pas acceptés dans les taxis, ils sont pas acceptés dans... Alors, les restos, nous, on n'a pas eu de mal. Partout, on a pu aller avec Jana. Dehors, dedans, je sais pas si ça aurait été le cas. En tout cas, voilà, on sent que c'est pas le même rapport au chien qu'en France, où c'est vraiment un membre de la famille. Je pense que le rapport des Espagnols au chien est un peu plus distant, encore davantage son statut d'animal que vraiment de membre de la famille. En tout cas, de l'impression que j'en ai, je me trompe peut-être. Au niveau des plages, à Rosès, clairement, elle n'avait pas le droit d'y accéder. À Tamariu, c'était trop petit pour qu'on nous dise quoi que ce soit. À Cadaqués, de toute façon, on est allé se balader dans les falaises, donc la plage, voilà. Mais globalement, non, c'est vrai qu'on a jamais trop de mal. La ville dans laquelle on a eu le plus de mal à pouvoir circuler avec Jana, c'est Saint-Giron en Ariège, ce qui est assez hallucinant. C'est le seul endroit où on s'est fait refuser 3 fois d'affilée dans des restos parce qu'on est Jana. C'est la seule fois de notre vie où ça nous est arrivé. Et c'était que à cet endroit-là. Parce qu'après, systématiquement, comme je disais, de toute façon, Jana, en fait, elle a une espèce de laisse invisible, c'est-à-dire que dès qu'on marche dans la rue et qu'on veut qu'elle soit vers nous, on lui dit ta place. Et elle se met entre nous deux, donc entre Baptiste et moi. Donc on fait rempart de chaque côté, parce que comme elle est très belle, tout le monde veut la caresser, et les gens ne demandent pas forcément s'ils peuvent d'abord. Donc ça, c'est un truc que j'adore. Les gens posent les mains sur ton chien sans demander quoi que ce soit. Mais voilà, en fait, comme les gens nous voient arriver avec Jana sans laisse, posée, qui s'assoit dès qu'on s'arrête, etc., en règle générale, ils voient que c'est vraiment un super chien, et elle a des passe-droits que les autres n'ont pas. Mais avec ce que tu viens de nous raconter, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens que ce qu'on s'imagine qui voyagent à bateau avec leur chien. Oui, alors clairement, oui, il y a plus de gens qu'on s'imagine qui voyagent en bateau avec leurs chiens. Pas forcément sur des tours du monde, là on est beaucoup moins nombreux. Par contre, les gens qui font du voilier l'été,
Dans un mois ou deux, le nombre de chiens sur des bateaux, c'est hallucinant. Il y a même un groupe Facebook d'ailleurs qui s'appelle Voyager en bateau avec son chien. Mais c'est justement, et il y a une quantité de personnes astronomiques dessus. Enfin, et même dans les ports. Alors souvent c'est des petits chiens parce que c'est quand même beaucoup plus simple qu'un gros chien sur un bateau. Mais Jana, elle a des potes partout dans les ports, quoi. Alors c'est rigolo d'ailleurs parce que celui dans lequel on a passé le plus de temps, c'est Port-le-Cat. Elle avait un pote cocker, elle avait un pote bulldog. Enfin, c'était voilà. Il y avait un autre chien avec lequel elle s'entendait pas trop d'ailleurs, une espèce de husky. Donc ouais, non, il y a vraiment une communauté. Puis c'est rigolo parce qu'en plus quand on sortait Jana, du coup, on sort à peu près tous le chien à la même heure. Donc on se retrouvait à 5-6 propriétaires de chiens à sortir notre chien. Donc ça faisait une meute de chiens en gros sur le bord du port et sur le parking, quoi. Donc ouais, non, il y a vraiment une vie pour les chiens dans les ports. Après, souvent, c'est plus du cabotage, du côtier et pas des tours du monde. Ce qui est déjà top. Une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, d'ailleurs, dans la préparation du coup d'un voyage en voilier avec son chien, c'est le passage des frontières. Parce que voyager en Méditerranée et en Espagne avec son chien, c'est pas la même chose qu'arriver en Afrique ou en Nouvelle-Zélande ou en Australie ou dans les Philippines. Donc il y a un site qui s'appelle Nonsite, Nonscite, qui recense énormément de choses sur les voyages au long cours et sur les tours du monde, et qui recense notamment les formalités administratives de son chien dans les différents pays. Donc il y a des pays dans lesquels votre chien ne posera pas les pieds. Oui, je voulais te poser la question tout à l'heure puisque tu parlais de l'Australie. Il me semble qu'en Australie, quand tu viens en avion, en tout cas, tu as une quarantaine à respecter. Est-ce que c'est la même chose à bateau? Tout à fait. C'est la même chose en bateau pour un chien, c'est la même chose en Nouvelle-Zélande, et encore en Nouvelle-Zélande, je crois que c'est même pas une question de quarantaine, c'est une question de non. Point. Après, le truc qu'on se dit aussi, qu'on se dit, c'est que on part en voilier, faire un tour du monde, donc la Nouvelle-Zélande et l'Australie, on n'y sera pas avant 7 ans. Donc bon, notre louloute va avoir 10 ans, ce serait très très bien qu'elle soit encore là dans 7 ans, mais c'est un chien de race, de grand chien. Voilà, je me fais pas trop d'illusions sur le fait que d'ici à ce qu'on atteigne l'Australie, on aura plus de toutou. Donc ouais, il y a tout un tas de vaccins à prendre en compte, il y a des antipaludiques, il y a plein de choses, il y a une médication spéciale pour chaque pays en fonction de ce que le chien peut croiser dans ces pays-là. Et il y a vraiment des formalités à faire à l'avance, où parfois il faut déclarer un mois avant le fait qu'on vienne avec un chien, il peut y avoir des quarantaines d'une semaine, 15 jours, 40 jours. Donc il faut vraiment aussi au niveau administratif bien se renseigner sur les conditions d'accueil de son chien dans tous les pays. Et c'est super important d'être dans les légalités, parce qu'il y a des pays où ils déconnent pas, si votre chien n'est pas dans les règles, il l'euthanasie. Et justement, si un jour tu as besoin de voir un vétérinaire, alors bien que tu vas faire ta formation premier secours, etc., il est possible que tu aies besoin aussi de voir un vétérinaire. Comment tu t'organises là-dessus? Complètement, parce que moi je serais compétente pour les urgences, mais pas pour les maladies par exemple. Enfin, je ne suis pas véto, c'est des années d'études, ça ne se substituera pas à un stage. Comment on fait? Alors déjà, j'en parlais tout à l'heure, il y a Vétérinaire Pachamama, donc il y a l'association d'Inès, qui elle fait plus ou moins de la téléconsultation avec les chiens, donc du coup en voyage. Après, il y a aussi téléconsultation avec les vétérinaires en France, ça c'est envisageable, donc voilà, surtout prévenir son véto et leur dire, même si vous partez un mois ou deux, hein, pensez-y, si vous allez en Sardaigne ou des trucs comme ça, appelez votre véto, voyez s'il y a des traitements à avoir d'urgence pour votre chien, et demandez à votre véto si vous pouvez l'appeler en cas de doute, en fait. Toujours bien. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit, donc il vaut mieux s'inquiéter pour rien que laisser passer un truc qui empire. Et après, il y a des vétérinaires quand même dans plein de pays, hein, voilà, par contre, il faut souvent aller dans les capitales, par exemple, je pense au Sénégal ou au Cap-Vert, il n'y a pas des vétos partout dans toutes les rues comme chez nous. Donc il faut commencer par faire des recherches sur internet pour savoir où est-ce qu'on trouve un veto, et après s'y déplacer le plus vite possible en cas de problème. Donc là, on se déplace plus en bateau. Là, on prend un taxi et puis c'est parti. Merci pour ces précisions. Avec plaisir. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui, après avoir écouté cet épisode, aimeraient se lancer dans un tel projet? Donc préparez-vous bien, prenez le temps, ne grillez pas les étapes. Je pense que c'est quelque chose qui se prévoit en au moins 2 ou 3 ans, le temps ne serait-ce que d'être sûr d'avoir réfléchi à peu près toutes les éventualités, en sachant qu'on en oublie forcément. Donc voilà, je vous invite à ne pas vous lancer comme ça en mode ouais on y va du jour au lendemain, mais à vous former d'abord pour être compétent et ne pas vous mettre en danger ou mettre en danger le reste de votre équipage ou vos animaux. Mais par contre faites-le. C'est-à-dire, ça prend du temps, ça s'organise, mais l'organisation fait partie du voyage. Nous, on jubile un peu toutes les semaines en mode ah, ça va être trop bien. Donc faites-le, n'ayez pas peur, sautez le pas. Voilà, je sais plus qui disait si vous avez peur de l'aventure, essayez la routine, elle est mortelle ou quelque chose comme ça. Donc ouais, non, faites-le vraiment, sautez le pas, préparez-vous bien
et j'ai envie de dire penser aussi à toute la partie écologique, etc. Dans le sens où voyager en bateau, c'est génial parce qu'on réduit vraiment son empreinte écologique par rapport à l'avion ou à un véhicule à moteur. Et en même temps, on rejette directement tout ce qu'on produit sur le bateau dans l'océan. Donc, pensez à la réduction des déchets, à tout ce qui est produits ménagers éco-cert et le moins polluant possible. Donc, savon de Marseille, bicarbonate de sodium, tous ces trucs-là. Donc, essayez de penser votre empreinte dans le global, donc non seulement pour vous, mais aussi sur la trace que vous allez laisser au fur et à mesure de votre passage. C'est clair. Et ça me fait penser à si quelqu'un aimerait essayer ce type de voyage, mais tu vois, un peu en test. Enfin, moi, quand tu m'en as parlé, là, je me dis, oh, trop bien, j'aimerais trop essayer, mais je me vois pas, tu vois, faire des formations de voilier, acheter un voilier et tout, alors que j'y connais rien. Est-ce que tu sais si, enfin, que j'y connais rien, tu vois, j'ai jamais expérimenté. Est-ce que tu sais si il y a des personnes qui, tu vois, qui proposent des stages ou des vacances, tu vois, sur leur voilier et qui soient aussi accessibles aux chiens? Bien sûr, oui, oui, complètement. Alors aussi accessible aux chiens, il y a de la location en fait sur, Click and Boat par exemple ou Samboat, où là, il faut voir directement avec les propriétaires des voiliers et les skippers, si c'est OK pour eux, mais il y en a plein qui acceptent les chiens. Bah, nous, en l'occurrence, on a loué le bateau là à Port-le-Cat et Loïc, était complètement OK pour le fait qu'il y ait Jenna. La seule demande, c'était qu'on passe aspirateur pour qu'il y ait pas des poils partout. Voilà et souvent, en fait, tu en as avec capitaine. Oui, voilà, c'était ça ma question. Et donc, tu te rends directement sur ce site-là et donc, j'imagine, tu coches des options. C'est ça. Et après, au-delà de ça, donc il y a plein de choses pour tester la voile. Il y a les Glénans, il y a la Massif, il y a l'UCPA où on peut faire des stages croisière, donc c'est super cool parce que on apprend la voile, mais on découvre le côté cool de la voile aussi. C'est pas juste j'apprends, je suis à l'école, je fais du sport. Je voyage en même temps, donc je vois tout ce côté ouverture. Par contre, effectivement, c'est pas autorisé aux chiens. Donc voilà. Mais je sais que nous, on sera sans doute amenés à accueillir des gens sur le bateau, puisque de toute façon, on a pour projet d'accueillir des missions scientifiques. Pourquoi pas accueillir des gens avec leur toutou, effectivement, s'il est sociable et que du coup, il est cool avec Jana, pour leur faire découvrir la mer. Super. J'ai encore des milliers de questions à te poser, mais Mhm. ça fait déjà 1 heure qu'on papote, donc je pense qu'on va clôturer là. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas parlé que tu aimerais partager? Il y a l'association, parce que c'est vrai qu'on en parlait en off au début, comme je disais tout à l'heure. Du coup, pour nous, c'est important de faire attention à la trace qu'on va laisser sur ce monde. Pas dans ce monde, c'est-à-dire pas notre trace en tant qu'individu, mais sur ce monde, donc notre trace en tant qu'humain qui avons un impact sur l'environnement. Donc en fait, on avait besoin que ce voyage soit plus grand que nous, que ce soit pas juste des vacances de 10 ans, parce qu'on se sera ennuyé en vacances en fait. Et on a monté une association qui s'appelle Hope for the Oceans, où le but est vraiment de participer à la restauration et la reconstruction de récifs de coraux. Donc on s'est aussi formé à ça d'ailleurs, j'ai oublié tout à l'heure. On est devenu jardinier du corail, on s'est formé avec une association qui s'appelle Ocean Quest, et on est devenu habilité à manipuler et bouturer des coraux. Donc pour en fait récupérer des coraux, alors uniquement s'ils sont malades, endommagés, pas des coraux sains. Un récif de corail ou une colonie qui va bien, on lui fout la paix. Mais ceux qui sont en danger, où on voit que ils risquent de mourir, donc prélever des morceaux, les diviser et les replanter un peu partout pour propager en fait du corail. Ça fait partie des missions de l'association. Donc le but, ça va être d'aller à la rencontre des populations locales, de les former à ces techniques et de disperser ce savoir et d'essayer de mettre en place des choses qui fonctionnent sur le long terme avec les gens, donc en incluant directement les gens. Ensuite, on fait des campagnes de nettoyage. Donc là, notre boulot de cet hiver, ça a été de faire plein de petits sacs. Des espèces de sacs avec un mousqueton à avoir toujours sur soi, avec dedans de quoi ramasser des déchets où qu'on soit, que ce soit dans la forêt, à la campagne ou à la plage, plutôt que de les regarder et de se dire c'est sale. Il y aura des gants, il y aura des sacs, et puis c'est prendre le réflexe de se dire si c'est sale, je peux peut-être faire un truc, quoi. Même si c'est remplir juste un sac poubelle, le truc, s'il y a de quoi remplir 100 sacs, ce sera toujours un sac en moins, et si tout le monde fait ça, on avance. Donc voilà, donc on fait ça, on nettoie et on crée ces kits. Et on a aussi pour but du coup de faire des sciences participatives, donc de proposer à des équipes scientifiques, des artistes, des gens qui auraient envie de faire de la vulgarisation, eux aussi de la sensibilisation sur le milieu marin, de venir sur le bateau et de passer des séjours avec nous pour qu'on les emmène là où ils ont besoin en fait, pour aller faire des prélèvements, des observations, des échantillonnages, plein de choses comme ça. Moi, je vais aussi intervenir dans des écoles pour aller voir des pitchouns et leur parler de l'environnement, du voyage en bateau et de comment est-ce qu'on peut améliorer l'état de la planète. Génial. Bah, vraiment bravo pour ce projet qui est
ultra inspirant et je pense qu'on en a vraiment besoin. Si les personnes qui nous écoutent veulent te contacter, donc que ça soit pour te donner un coup de main sur l'association, pour te poser des questions sur le voyage en voilier ou sur Jana, où est-ce qu'ils peuvent te joindre? Alors, je pense que le plus simple, ce serait Instagram. Donc, donc là, pour nous, en règle générale, c'est @galatei, donc GALATAI, .sailing, SAILING. Et pour l'association, c'est @hope, donc HOPE, _for, donc FOR, _Z, donc THE, et _oceans, OCEANS. Je pense que c'est le plus simple parce qu'on est sur Instagram en permanence. On est aussi sur nos boîtes mail, mais généralement, je réponds plus rapidement sur Insta que sur Gmail. Super, merci beaucoup. De toute façon, je mettrai tout ça en description, donc il n'y aura plus qu'à cliquer. Je te remercie vraiment pour cet échange, c'était très chouette et très très inspirant. Et puis je te dis à bientôt. Ouais, merci beaucoup Alicia, c'était un agréable moment pour moi aussi. Voilà. Et puis bravo aussi pour ton initiative parce que du coup j'ai découvert ton appli et je trouve ça très très chouette. Merci C'est beaucoup. vraiment super comme ça. J'espère qu'on va être nombreux et nombreuses à participer pour pouvoir avoir une jolie carte de tous les endroits dog-friendly. Ça va être chouette. C'est gentil, mais ouais, c'est tout le but. Plus on sera nombreux à l'utiliser et à vraiment être dans cet aspect vraiment proactif à partager au maximum ce qu'on découvre et ce qu'on connaît, c'est ça qui permettra vraiment de fluidifier ces voyages avec son chien. Ça va être super chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, TWIP, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.